marcher nonchalamment au milieu du marché et après une journée de mendicité réussie, il est heureux de pouvoir rassembler autant de nourriture dans son bol. Il s'avance en souriant. Pio Wall, 14 ans, orphelin et vagabond, ne demande qu'à vivre une vie normale, qui se dirige vers le prochain endroit où il passera la nuit. Mais il a une réunion défraîchie, avec un inconnu à l'aura mystérieuse. Aussitôt, sa couleur s'est éteinte et l'instant d'après, il l'a vu dans un endroit sombre, tout seul. Il s'efforce de se relever et rassemble toutes ses forces. Mais en vain, et par pur désespoir, il se met à pleurer tandis que son corps tremble. Il est retourné dans sa mémoire pour se rappeler ce qui s'est passé. Pio Wall pense que cet homme a peut-être quelque chose à voir avec lui et qu'il a donc atterri ici. Cet homme pourrait avoir des motifs cachés. Pourtant, il est submergé par l'émotion de ne pas avoir fait de mal à cet homme. Il ne se souvient pas non plus d'avoir éprouvé de la rancune à son égard. Alors pourquoi est-il retenu en captivité? C'est la question qu'il pose. Pio Wall perd le contrôle de ses sens. Dans cette pièce sombre, il ne peut même pas savoir s'il est éveillé ou non. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Il se remet à pleurer, tandis que des sentiments de solitude et d'effroi l'envahissent. Avec le temps, ses deux préoccupations deviennent évidentes, comme sa faim, et ses inquiétudes quant à sa santé mentale s'aggravent à chaque instant. Pio Wall a surmonté ses sentiments de colère, se demandant pourquoi il subit tout cela. Son état est fragile. Il a les yeux pleins de larmes et les lèvres ensanglantées. Mais soudain, il commence à se sentir mieux et retrouve la capacité de bouger sa main et sa respiration devient également plus facile. Il se réjouit de retrouver ses esprits. Il commence progressivement à comprendre ce qui l'entoure. Il invoque donc le fait qu'il est clandestin. Le bruit des gouttes d'eau lui rappelle l'eau et qu'il doit boire de l'eau à tout prix. Spécius rassemble toute son énergie pour se lever, car il s'agit d'une situation de survie, dès maintenant. Il commence à ramper et avance petit à petit, jusqu'à ce qu'il finisse par se heurte à un mur. Il s'arrête et analyse la structure, ce qui lui vaut de se blesser le doigt dans le processus en le collant dans une crevasse. Il rétracte immédiatement son doigt, le met dans sa bouche, et retombe sur le sol, perdant tout espoir. Il s'épuise après avoir fait des efforts en vain. Alors qu'il est allongé sur le sol, une personne d'apparence similaire s'approche de lui. Il lui jette un coup d'œil rapide, et à sa grande surprise, il n'a devant lui que son propre reflet. Pio Wall est confronté à un personnage qui lui ressemble. Il demande à Pio pourquoi il essaie de survivre dans cette situation. Tout ce que Pio Wall peut faire, c'est le regarder avec consternation. Le personnage ne fait que tourner en dérision ses luttes et lui faire croire que tout ce qu'il fait est vain. Sa situation est tout simplement risible. Il tente de donner à Pio Wall un faux sentiment de paix en lui disant d'abandonner, mais Pio Wall a d'autres motifs et objectifs en tête. Il veut survivre quelles que soient les circonstances. Et peu importe à quel point cette figurine l'intimide, il ne mourra certainement pas comme ça. Son seul but de survivre est de se venger, sur tous ceux qui l'ont rendu malheureux. Pio Wall se réveille de son sommeil et se demande si cette rencontre était un rêve ou le début de sa folie. Plein de détermination, Pio se lève à nouveau avec de toute sa force et se dirige à nouveau vers le mur pour l'analyser une seconde fois. Il remarque que Moss pousse sur le mur et décide de les manger pour survivre. Sa détermination à survivre le pousse à tout manger. Une fois le mur utilisé comme support, il se lève et commence à se déplacer pour examiner les environs, et donc, d'après ses calculs, il s'agit d'un espace de 3 jiang sur 3. Fort de toutes ces informations, il en déduit qu'il est piégé ici par quelqu'un. Soudain, quelque chose attire son attention. Il entend le bruit d'une porte en fer. Une petite partie s'ouvre et laisse passer un peu de lumière. Cela fait sursauter Pio. Il s'approche de la source de lumière et voit l'ombre d'une main. Cette main dépose de la nourriture dans la chambre puisque Pio Wall peut sentir les différentes sortes d'aliments qu'il contient. Il en déduit que plus d'une personne doit le piéger ici, car le nombre pourrait être supérieur à 5. Il en déduit qu'il n'est peut-être pas le seul captif ici aussi. Et tous subissent la même torture. Il n'attend pas plus longtemps et mange la nourriture en premier. Après s'être rassasié, son visage déborde d'énergie. Pio Wall commence à entraîner son corps dans le donjon, car il agit de la sorte depuis au moins 4 mois. Recevoir de la nourriture est devenu un cycle quotidien, des gens de l'extérieur une fois par jour, bien qu'ils ne lui adressent pas un seul mot. Peu à peu, Pio Wall s'habitue à voir dans cet environnement noir, car il peut enfin voir les insectes qui rampent sur le sol. Sans aucune lumière, il regarde autour de lui et se réjouit de son nouveau triomphe. Un serpent surgit d'un endroit sombre. Il s'approche de Pio Wall et s'enroule autour de son bras. Il ne comprend pas bien ce qui se passe, et il mord son avant-bras en quelques secondes. Pio souffre de douleurs atroces, alors qu'il hurle à l'agonie à cause de la morsure. Il commence à paniquer en s'agrippant fermement à la zone touchée. Son visage devient rouge, et la peur est visible dans ses yeux.
Son corps entier commence à se sentir comme en feu. Au vu des symptômes, il pense que c'est peut-être le venin de serpent qui est à l'origine de tout cela. La douleur devient insupportable pour lui. La zone affectée devient veinée et rouge, mais la douleur ne s'atténue pas. Elle a plutôt tendance à s'aggraver. Une petite porte s'ouvre alors, car c'est l'heure de son repas quotidien. Il se saisit précipitamment du bol. Son visage montre néanmoins des signes évidents de détresse et de douleur. Il s'engage à ce que il survivra quoi qu'il arrive. C'est ainsi qu'il termine le repas allongé sur le sol, tandis que le serpent le regarde par derrière. Au bout d'un certain temps, son visage semble plus calme et plus serein. Il regarde maintenant le serpent, dont le venin a failli le tuer. Mais grâce au processus de désintoxication après la morsure, il voit mieux maintenant. Il se souvient d'histoires de personnes ayant reçu diverses forces après avoir été mordues par des serpents. Donc, en suivant cette logique, il laisse le serpent le mordre à nouveau. Instantanément, toutes les veines de son bras sortent, et il revient sur sa décision. Une fois de plus, il a l'impression que son corps est en feu. Bien que cette fois-ci, ce n'est pas aussi douloureux que la première morsure. Au bout d'un certain temps, la douleur s'atténue et la couleur de ses yeux change. Pio-Wall regarde autour de lui et voit enfin son environnement avec une vision encore meilleure. Il sent que la porte provoque des vibrations, car il est enfin ouvert pour la première fois. Il sort et passe dans la pièce suivante. Pio ouvre la porte et sent une odeur nauséabonde provenant de cette pièce. Il ouvre la porte et réalise instantanément qu'il y a un cadavre à l'intérieur et que la personne décédée semble aussi âgée que Pio-Wall lui-même. Il s'engage à nouveau dans le couloir et commence à avancer. Au bout d'un moment, il aperçoit une porte en fer dont les verrous ont été enlevés et qui bloque le couloir. Pio-Wall force l'ouverture et voit qu'il y a 2 personnes à l'intérieur, une fille et un garçon. Pio-Wall entre dans cette nouvelle pièce, d'assister à la rencontre d'une fille et d'un garçon. Il marche dans sa direction et vérifie une pièce sur sa gauche, pour découvrir un cadavre à l'intérieur. La fille demande à Pio-Wall qui il est et d'où il vient, et ajoute que le garçon qui l'accompagne et elle sont les seuls survivants dans cet endroit sombre. Pio la juge, d'après sa façon de parler, qu'elle n'est pas adaptée à l'obscurité comme lui. Pio-Wall se présente et dit qu'il est piégé comme eux. La jeune fille s'exclame qu'il y a d'autres endroits de ce genre dans ce lieu sombre. Ils se présentent ensuite. La fille s'appelle So-Yo-Wall et le garçon Song Chun-Woo. Pio-Wall passe devant les deux, citant qu'il y a plus d'endroits comme celui-ci. Il leur dit de le suivre. Alors Yo-Woo dit à Song de lui tenir la main, de l'obscurité avant d'aller plus loin. Le groupe de 3 personnes passe à la porte en fer suivante. Cette fois, ils trouvent un groupe de personnes plus important. Pio-Wall cherche dans les environs et conclut que moins de personnes sont mortes de faim dans cette région. Au lieu de cela, ils se sont suicidés. Après une inspection plus approfondie, il constate qu'il y a plus de bols et de nourriture que dans sa propre région. Alors qu'il réfléchit à cette question, alors Yo-Woo l'interpelle. Tous les habitants de ce côté affirment avoir été pris au piège il y a environ 4 mois. Pio-Wall prend la tête de tout le groupe et il tombe sur une autre porte en fer. Mais cette fois-ci, au lieu d'une autre pièce sombre, c'est une autre pièce sombre qui s'annonce. Le groupe est éclairé. Les lumières les aveuglent, mais ils s'adaptent rapidement. Ils entrent dans une zone qui ressemble à un village avec des torches tout autour car ils sont encore sous terre et pas encore à l'extérieur. Pio-Wall se promène et inspecte les maisons. Mais en vain, car il n'y a personne autour. Après un rapide coup d'œil, il comprend que ces structures ont été érigées à la hâte, car ils en ont l'apparence, mais pas l'intégrité structurelle. Puis une jeune fille aux cheveux blancs et aux yeux bleus s'approche de Pio et se présente sous le nom de Lee-Min. Elle dit avec méchanceté qu'à partir de maintenant, elle est sous sa responsabilité. Elle s'approche de lui et voit ses beaux yeux rouges. En écoutant cela, Pio-Wall pense que les morsures de serpent sont peut-être à l'origine de cette coloration. Elle commence à l'interroger sur ses pensées. Elle dit maintenant qu'il est différent des autres parce que tous les autres sont désorientés par les circonstances actuelles, mais qu'il est le seul à penser. Alors qu'ils sont en pleine conversation, Pio-Wall les interrompt et leur fait part de la décision unanime du groupe de rester unis à partir de maintenant. Elle demande l'avis de Pio-Wall et Lee-Min à ce sujet. Pio-Wall dit qu'il verra comment cela se passe. Mais sa décision concernant le plan dépend de la façon dont les choses se dérouleront à l'avenir. Alors, Pio-Wall, si tu t'inquiètes pour ça, je serai heureux. Je continuais à affirmer sa présence auprès d'eux. De même, Lee-Min décide de rejoindre le groupe. En voyant tout cela, Pio-Wall pense que personne n'a les idées claires parce qu'ils sortent tous de longues périodes d'isolement dans l'obscurité, et c'est ainsi qu'ils s'enfoncent dans l'obscurité. Au fur et à mesure que toutes ces personnes se rencontrent, elles se regroupent. Les gens sont divisés en 4 factions dirigées par So-Yo-Wall et Song, Kang-il, Yim Il-jung et Go Young-son. Pio-Wall est la seule personne à partir seule.
Et parce qu'il s'est lancé en solo, des rumeurs se sont rapidement répandues sur son personnage. Pio-Wall ne prête pas attention à tout cela. Il s'approche d'un mur et le vérifie, bien que les bâtiments soient de construction récente. Il y a encore de la mousse, ce qui signifie que l'espace souterrain a été construit il y a longtemps, et, de surcroît, indiquer que le propriétaire doit être extrêmement riche. Un trou dans le plafond s'ouvre et la lumière se répand à l'intérieur de la pièce. Un panier est envoyé vers le bas. Ce panier contient de la nourriture, et le groupe en liesse s'en régale alors que tous les gens se précipitent vers lui pour avoir une part équitable de la nourriture. Yo-Wall et Song les arrêtent et leur demandent de distribuer l'argent de manière équitable, et le chef de chaque équipe doit travailler et couler pour s'en assurer. Pio-Wall affirme qu'il prendra aussi sa part. Il s'approche du panier, mais Yeom lui fait comprendre qu'il ne peut pas accepter cette situation, parce que les 4 chefs de groupe sont les responsables. Pio-Wall ne supporte pas Yeom et se prend la tête de rage, et l'écrase sur le sol. Pio-Wall est agité par ses actions, alors qu'il s'étouffe d'une main et saisit sa tête avec l'autre. Les autres disent à Pio-Wall de le laisser tranquille, et il n'en fait rien. Il renforce son emprise et fait souffrir Yeom encore plus. Yeowall dit alors à Pio-Wall de le lâcher, car il a maintenant compris la disparité entre le pouvoir des deux. En outre, d'une manière calme et posée, elle lui dit que personne ne touchera à sa part de nourriture. En écoutant cela, Pio-Wall recule. Yeom souffre énormément, mais il est encore furieux de ce qui s'est passé. Il lance un regard furieux à Pio, ce à quoi il répond qu'il veut que son autre œil soit également détruit. Tout le monde est assis dans le petit village et mange la nourriture qu'il a reçue. Pio-Wall réduit à nouveau les faits et conclut qu'il s'agit d'un test pour filtrer les enfants les plus difficiles du groupe. So Yeowall se moque de Pio-Wall en lui disant qu'il a fait de tout le monde son ennemi, car les conséquences de ses actions conduiront les gens à quitter la faction Yeom pour rejoindre la faction So Yeowall. Elle dit à nouveau d'un air rusé que même si Pio-Wall n'est pas intéressé, il fait quand même le guet pendant tout ce temps. Il envisage d'acquérir une plus grande tolérance à l'égard du poison, mais il s'est écoulé beaucoup de temps depuis l'incident du serpent. So Yeowall le convainc à nouveau de rejoindre son groupe, mais il lui rappelle sa réponse. Les survivants reçoivent à nouveau de la nourriture, mais celle-ci a un aspect étrange. Il y a moins de nourriture dans le seau. Pio-Wall se lève et dit que quelque chose commence. Mac le connaît, ce garçon frêle trouvé dans le dernier secteur qui s'est frayé un chemin à force de persévérance. Un membre de la faction So Yeowall. Mac a été retrouvé mort, ce qui a semé le chaos partout. Bien que les gens aient commencé à s'interroger sur sa mort, mais au fond, tout le monde sait que c'est parce qu'il était le plus faible. Song et Si-Wall sont en colère après cet incident, parce qu'un membre de leur groupe a été assassiné. Paranoïaque, Si-Wall jure de se venger de la même manière. Tout cela commence à déboucher sur un conflit intérieur. Un à un, le membre le plus faible de chaque groupe est tué. Et cette tendance se poursuit chaque soir. Un membre de chaque groupe étant tué l'un après l'autre. L'angoisse et la paranoïa se répandent, et tout le monde commence à se comporter comme des barbares. Malgré tout, Pio-Wall travaille seul, sachant pertinemment que cette période de tranquillité prendra bientôt fin. Pio-Wall mange de la mousse. Voici un groupe de... au moins 4 personnes s'approchent de lui. Ils suivent le chemin que Pio-Wall a emprunté pour le retrouver. Yeom est en colère, et extatique après avoir tué 2 personnes, mais c'est le moment idéal pour se venger de Pio. Alors que le groupe avance, un serpent mord l'un d'entre eux, et il meurt sur le coup. Yeom appelle avec colère son adversaire dans l'obscurité. Puis, tout à coup, de l'obscurité, une silhouette s'approche et s'empare de Janga. Ainsi, il tue un par un tous les hommes qui accompagnent Yeom. Voyant ce spectacle misérable, Yeom se jette sur Pio-Wall en pleine rage. Il l'attaque, mais en vain, car il rate toutes ses attaques. Pio-Wall disparaît momentanément, mais au bout d'un moment, il réapparaît et menace de ne pas s'en prendre à ses yeux cette fois-ci. En entendant la menace que lui adresse Pio, il décide d'unir ses forces à celles de Pio-Wall pour le bien de tous. Yeom essaie de le manipuler pour qu'il ne puisse pas survivre longtemps face aux autres enfants. Mais Pio-Wall ne tombe pas dans le piège de la flatterie que Yeom tente de lui faire. Pio-Wall l'attaque soudainement, lui assène un coup de menton et l'étrangle dans ses derniers instants. Tout ce que Yeom peut demander, c'est qu'il épargne sa vie. Pio-Wall se tient maintenant devant un Yeom sans vie, si tant que la raison pour laquelle il l'a tué était que Pio lui-même était encore faible. Yeom Middlejung et tout son groupe sont morts, et les 3 autres chefs de groupe retrouvent leur corps. Pio-Wall est immédiatement accusé de leur meurtre. Dans le donjon, les gens commencent à penser à Pio et ses brillants cerveaux, et de l'intelligence, et de la ruse dont il fait preuve dans tous les domaines. La situation ici est désastreuse. Il faudra bien finir par tuer des gens pour sauver la ration qui diminue déjà. Pour assurer sa survie, il y a des tensions entre les gens qui évitent Pio-Wall dans cette situation de famine.
Les nouvelles parviennent aux Goyongs en faction, que la faction Soyo-Wol a banni 2 enfants de la Maison Rouge du Nord, et elles contiennent un aliment nécessaire, une maigre pomme de terre. Et comme la nourriture se fait rare, tout le monde se rue sur les enfants dont l'aura se transforme en celle de barbares assoiffés de sang. Yong-sun n'a qu'un regard choqué. Les 2 enfants attirent Yong-sun et ses hommes dans un sentier étroit, avec la fille qui siffle, pour donner un indice. L'instant d'après, des membres de la faction Soyo-Wol surgissent et attaquent la faction Yong-sun. Ils ont été pris au piège. Yong-sun crie qu'ils ont été pris au piège, mais il est trop tard. Soudain, Yong-sun lui-même est entouré de ses gens aux barres de bois. C'est alors que Soyo-Wol et Song se montrent optimistes et pensent pouvoir éradiquer tout ce groupe. Yong-sun les regarde, la rage dans les yeux. Il les regarde fixement pendant un court instant, puis se calme, en lui demandant ensuite si elle sera satisfaite après avoir pris les femmes de tout le monde. Ce à quoi elle répond que si Yong-sun prend sa place, il peut tout aussi bien faire de même. Sur ce, elle donne l'ordre final de tuer tout le monde. Yong-sun tente désespérément de sauver sa vie. La rage dans ses yeux est évidente. Mais il est tué. Pyo-Wol est au sommet d'un immeuble et analyse tout, et il en déduit que l'incident actuel est une bataille de terrain, où l'un doit utiliser les bâtiments pour obtenir un avantage stratégique sur l'autre. Il en déduit que les auteurs de ce texte veulent que les gens prennent l'habitude de tuer d'autres personnes, et que l'immense maison pourrait être celle d'un grand clan de Jianggu. C'est pourquoi il n'est pas envisageable de faire irruption et d'agir avec insouciance. La raison pour laquelle tout le monde est ici est qu'ils sont des outils pour être élevés en tant qu'assassins. Les membres de la faction Soyo-Wol discutent volontiers des personnes qu'ils ont tuées, et que leur chef est le meilleur pour leur survie. Limin est assis à côté de ce groupe, qui se réjouit et condamne silencieusement leur action. Comment peut-on tuer une personne avec autant de nonchalance? Elle pleure de stupeur et de dégoût. Comme à l'accoutumée, le plafond s'ouvre et la nourriture est distribuée aux survivants restants. La faction Soyo-Wol est en pleine effervescence, car il ne reste plus aucun groupe pour l'arrêter. Pyo-Wol se tient près de Soyo-Wol, mais avec une expression préoccupée, et son désarroi est valable car la nourriture n'est pas donnée cette fois. Mais un groupe de cagoulés, des hommes masqués sautent pour tuer tout le monde ici. Ils balancent leurs armes sur toutes les personnes qu'ils voient, en veillant à ce que personne ne survive. Pyo-Wol sait que cela va se produire, mais il ne savait pas que l'assaut serait aussi précoce. Il a tendance à faire profil bas au milieu de la violence. Peu après, un autre groupe d'hommes se présente. Ils sont vêtus de robes, et leurs visages sont entièrement recouverts de masques, avec des symboles indiquant les chiffres 1, 2 et 3. Pyo-Wol proclame que ce sont eux qui commandent les hommes masqués violents. L'un des 3 hommes ordonne aux violents hommes masqués de s'arrêter, et se présente comme la première épée. En outre, il a déclaré que tous les membres de l'équipe seraient dirigés par lui, sans aucune exception. Personne ne peut s'opposer à lui sous peine de mort certaine, car toute personne qui tente de l'interrompre est tuée sur le champ. La première épée est en train de discuter avec quelqu'un dans sa propre chambre. La première épée dit que si des organismes vénéneux sont mis ensemble, dans un bocal, ils se mangeront les uns les autres pour survivre. Le dernier organisme restant détiendra le poison le plus puissant, c'est bien le poison maudit. La discussion porte sur les enfants les plus poignants qui survivent et sur le fait qu'ils devraient être les plus méchants, tout en ayant les instincts de survie les plus vitaux. Ceux qui méritent l'attention sont Soyo-Wol, car elle dirige le groupe le plus important, et pour l'affronter, ils doivent la démoraliser. Sinon, elle pourrait poser des problèmes plus tard. À côté d'elle, Song Qianwu et Kang Il sont considérés comme les 2 meilleurs dans le domaine des arts martiaux. Il parle de Pyo-Wol maintenant, car il vient du secteur 1 où les conditions de vie sont les pires, et il ne peut donc pas être considéré comme normal. La première épée mentionne qu'il ne reste que 6 ans, et que la demande doit être satisfaite avant cette date. Il se demande pourquoi le capitaine a accepté cette demande. La condition était de ne pas laisser la moindre trace du groupe de l'ombre du sang lors de la tentative d'assassinat. La 3e épée ordonne aux enfants de remplir un objectif. Celui qui atteindra le premier la maison finale bénéficiera d'une pause de 2 heures en guise de concession, et celui qui l'atteindra en dernier sera torturé. Ce type d'entraînement torturant se poursuit pendant des jours, car il est destiné à faire d'eux des assassins. Ceux qui ne peuvent pas supporter cet entraînement mourront à coup sûr. Actuellement, Soyo-Wol est considéré comme un prodige dans cette région. Avec les talents les plus exceptionnels, contrairement à elle, Pyo-Wol est considéré comme un talent moyen, car il n'a pas fait preuve d'un talent extraordinaire. Mais ces hommes ont tout de même tendance à le surveiller. Pyo-Wol est toujours en train de lire la technique de culture de l'éclatement du tonnerre. Soyo-Wol le gêne car il en a déjà suffisamment appris et personne ne leur impose de le faire aussi. Néanmoins, elle s'éloigne pour dormir. Pyo-Wol commence à méditer. Il rappelle toutes les étapes une à une, accumuler de l'énergie interne et ressentir le kai.
Les instructeurs et les enfants l'apprennent avec une autre définition, mais Pio-Wall l'apprend avec un autre objectif. Il veut augmenter la vitesse et la clarté de ses pensées. Il ne veut pas non plus se faire remarquer comme étant trop exceptionnel ou ennuyeux. C'est pourquoi, même pendant les séances d'entraînement, il ne montre pas son véritable potentiel. Mais au cours de cette séance d'entraînement, son adversaire fait preuve d'une véritable volonté de tuer. Son adversaire se rend compte que Pio-Wall simule le combat. Pio remarque que l'instructeur ne prête pas attention au combat. Son adversaire l'attaque de plein fouet et demande à Pio-Wall de faire de même. Il commence à faire la circumambulation autour de Pio-Land et lui lance de multiples lames pour le faire tomber d'une manière ou d'une autre, mais en vain. Il ne cesse d'utiliser des tactiques différentes. Il a de nouveau ne peut vaincre Pio qui bloque toutes ses attaques. Pio-Wall s'offusque enfin. Il laisse tomber son couteau et donne un coup de pied dans l'abdomen de l'adversaire qui s'approche. Il crache un peu de sang avant de s'écrouler sur le sol. Il tente de se battre à nouveau, mais cette fois Pio-Wall lui brise le bras et le rend incapable de se battre. Les instructeurs sont choqués de voir que les enfants dépassent leurs attentes. À ce rythme, ils deviendront des assassins dans 5 ans au lieu de 7. Mais ils rappellent une fois de plus que la cible n'est pas une personne ordinaire. C'est l'homme le plus talentueux de Sikoan. C'est pourquoi toutes les préparations doivent être impeccables, sous peine de détruire l'ensemble du groupe d'ombre du sang. Les instructeurs parlent ensuite de pousser les enfants encore plus loin pour perfectionner leur technique. Beaucoup mourront, mais les plus forts survivront. Pio-Wall regarde son adversaire de haut. Les instructeurs s'approchent de lui. À la question de savoir s'il l'a vaincu de la sorte, il affirme avec hésitation. Dès l'instant suivant, l'un des instructeurs s'empresse de placer une épée près de son cou. Cela se passe si rapidement que Pio-Wall ne peut même pas comprendre la vitesse à laquelle cela se passe. Il regarde l'instructeur avec la peur de la mort dans les yeux. Il commence à penser qu'il s'est trompé quelque part. Soudain, l'instructeur pose son sabre et dit à Pio-Wall qu'un assassin ne doit jamais laisser de traces. Briser ce bras, c'est faire savoir à son ennemi ses prouesses au combat. Dès le départ de l'instructeur, Pio s'essouffle car il est saisi d'effroi. 6 années se sont écoulées depuis cet incident. Une autre session d'entraînement est en cours, les instructeurs recherchant les enfants qui se sont cachés. Un par un, tous les enfants sont trouvés à l'exception d'un Pio-Wall. Tous n'ont pas encore maîtrisé la technique de respiration de la tortue. L'instructeur ne trouve pas les traces de Pio. Il commence à douter des informations qu'on lui donne. Il abandonne finalement et demande au dernier enfant de sortir. Pio, qui se cache tout près de lui, sort enfin. Pio-Wall demande une pause à l'instructeur et va s'asseoir avec Soyo-Wall et son groupe. Geokson l'accueille donc de manière un peu précipitée. Geokson a appris à changer de visage et l'a utilisé trop souvent. Yo-Wall s'adresse donc à Pio-Wall pour lui dire que la qualité de la nourriture s'améliore avec le temps. Cela laisse présager qu'une mission leur sera bientôt confiée. Pio regarde avec détermination dans les yeux. La première épée est assise dans sa chambre, le masque enlevé. Son vrai nom est Lim Sayul. Il pense aux assassins levés au cours des 6 dernières années. Sur les 300 candidats, il n'en reste que 30. Et le lieu où vivent les enfants de Jang-Hu est un lieu où la règle est de tuer ou d'être tué. Il faut tout faire pour survivre. Lim est abordé par les 2 autres instructeurs qui lui demandent pourquoi il a enlevé son masque. Il leur dit qu'il devrait l'enlever aussi. Leurs identités sont révélées. La 2e épée est Gu Shin-Heng et la 3e épée est Sang Il-Shun. Ils discutent tous les 3 du fait qu'ils sont également piégés ici, tout comme les enfants. Les enfants seront envoyés en mission d'assassinat et ces 3-là seront enfin libérés. La discussion se poursuit sur les progrès des enfants qui ont dépassé les attentes et dont certains sont même meilleurs que les instructeurs eux-mêmes. Qui déclare ensuite qu'il est regrettable de gâcher son talent après une mission à usage unique. Lim répond qu'il ne peut rien y faire. Néanmoins, il est temps pour eux d'entamer la dernière étape de leur formation. Il sort un livre et le pose sur la table. Les 3 instructeurs retournent à Jang-Hu et enseignent à tout le monde la tâche finale. Ils placent 3 livres devant eux et leur expliquent que 3 des 30 enfants doivent apprendre les techniques d'art martial mentionnées et que les 27 autres essaieront d'assassiner les 3 qui ont appris ces arts martiaux. Les enfants restent sans voix et le camp est plongé dans un silence total. Tout le monde pense que les instructeurs sont devenus fous. La première épée précise qu'il s'agit de la formation finale. Une fois cela fait, ils ne leur imposeront rien jusqu'à ce qu'ils quittent cet endroit. Les enfants commencent à se demander s'il vaut mieux que ce soit les 3 ou les 27 personnes. Pio-Wall pense donc que la technique sera phénoménale s'il l'apprend. Il lève donc la main pour être le premier à l'apprendre. Yu-Wu le met donc en garde. S'il se porte volontaire, il risque d'avoir des ennuis. Ainsi, la chasse aux 27 et 3 commence. 2 personnes sur 3 qui apprennent les arts martiaux sont tuées. Cependant, ils se sentent coupables car ils n'ont plus le choix.
Ils pensent maintenant à la dernière personne restante, Pio-Wol. Personne n'a vu Peo depuis de nombreux jours, car la dernière fois qu'il a été vu, il s'entraînait au combat à l'épée avec Soyu-Woo. Juxin suggère de tuer les instructeurs au lieu de Peo. Mais ils ne laisseront pas les enfants en liberté sans aucune mesure de précaution. De sorte que les enfants seront toujours soumis à des restrictions d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi ils décident de se concentrer uniquement sur Pio-Wol. Au fur et à mesure qu'ils avancent, le commandant de bord arrive derrière eux. Ils pensent que les instructeurs poursuivraient les enfants pour ne pas laisser d'ouverture à leur propre chute. Il faut donc garder cela à l'esprit. Pio-Wol change d'objectif pour trouver le véritable objectif des instructeurs. Pio-Wol s'approche discrètement de la base des instructeurs. Bien qu'il s'agisse d'un lieu très surveillé, il hésite encore à y pénétrer. Cependant, il utilise un mélange de la technique de respiration de la tortue et de la technique de culture de la fente du tonnerre qui lui permet de dissimuler sa présence tout en se déplaçant, contrairement à la technique originale où l'on ne peut rester caché qu'en étant immobile. Il utilise cette méthode et passe les gardes sans problème pour finalement pénétrer à l'intérieur. Il accède au point le plus profond de leur repère et commence à chercher dans cette pièce. Avec des myriades de questions en tête, il mène une enquête approfondie. Il trouve enfin un parchemin et l'ouvre. Le parchemin contient une demande d'assassinat de Woo Gun-seng et la durée de cette mission est de 7 ans, avec une récompense de 500 000 yang d'or. Mais il y a une condition. Le groupe de l'ombre de sang ne doit pas laisser de traces sur le lieu de l'assassinat. Après avoir lu la demande, il devient encore plus curieux et se rend compte à quel point Woo Gun-seng est une personne formidable. Pour qu'il passe 7 ans à élever des assassins pour le tuer. Pio-Wol est furieux de cette demande. Mais à ce moment précis, il entend quelqu'un arriver. C'est la première épée. Il ouvre la porte en claquant. Bien que Pio-Wol essaie de tout nettoyer et de ne pas laisser de traces, le premier sabre se rend compte qu'il y a quelqu'un. La première épée s'approche de la deuxième et de la troisième épée, et quelqu'un s'introduit dans sa chambre. Il leur ordonne immédiatement de le retrouver car il est peut-être encore à l'intérieur. Les deux condamnent cet acte et lui demandent s'il sait de qui il s'agit. Comme ils savent tous les trois que Pio-Wol est le meilleur en matière d'infiltration, ce doit être lui. Pio-Wol écoute tout cela en se cachant au plafond au-dessus de ces 3 personnes. Les 3 hommes estiment qu'en le punissant sans preuve, les enfants risquent de se rebeller contre eux. Et ils décident donc d'orienter cette opposition vers l'opinion publique. La première épée dit qu'elle utilisera la flûte de l'enfer. Les 2 autres épées sont choquées. Ils disent qu'ils ne l'utilisent qu'en dernier recours, mais qu'ils pourraient avoir à le faire tôt ou tard. Ainsi, pour affirmer leur domination sur tous les enfants et montrer qui est leur véritable propriétaire, ils utiliseront la flûte de l'enfer. Le premier sabreur, Lim, enlève son masque et se prépare à utiliser la flûte. Il regarde le Jangu d'en haut. Simultanément, tous les enfants cherchent Peo en bas de l'écran. Pendant qu'ils discutent, la flûte de l'enfer se met à jouer. En écoutant sa mélodie, ils tombent en agonie, comme si un insecte dévorait leur corps. C'est à ce moment précis que Pio-Wol se présente, indiquant que les instructeurs ont finalement activé la restriction susmentionnée. Tous les enfants sont allongés sur le sol, essayant de supporter la douleur après avoir entendu la flûte de l'enfer. Pio-Wol remarque que l'air de la flûte n'était qu'une légère douleur pour lui, alors qu'il est angoissant pour les autres. Il est assis à côté de Lim et utilise la dangereuse technique d'infusion d'énergie interne, qui devrait fonctionner sur elle puisqu'elle a appris la technique de culture de l'éclatement du tonnerre. Bien que son énergie interne ne soit pas perturbée, elle en ressent encore les effets. Bien que tous les enfants aiment passer ces années dans les mêmes conditions, ils se demandent quelle est la différence entre eux. Ils se demandent si c'est dû au poison du serpent, car il a acquis une résistance à ce poison. De plus, Pio-Wol pense qu'il est difficile d'activer le poison uniquement avec le son, et s'il s'agit d'autre chose comme un insecte venimeux, ils pensent immédiatement qu'ils ont mélangé un poison maudit à la nourriture et à l'eau qu'ils ont donnée, et qu'ils le déclenchent maintenant par l'intermédiaire de la musique. Les gardes masqués des instructeurs se présentent. Pio-Wol envisage de s'enfuir, mais décide de rester et de faire comme s'il souffrait lui aussi du son de la flûte. Le premier sabre remarque immédiatement Pio-Wol parmi les enfants. Il défait son épée et lui poignarde immédiatement l'épaule. Pio-Wol perd connaissance. La première épée demande immédiatement à Peo ce qu'il a vu dans sa chambre, ce à quoi il répond que jusqu'à présent, il a bien caché ses capacités, mais que son talent exceptionnel n'aurait pas été handicapé avec le temps. Il ajoute qu'il vaut mieux que quelqu'un de problématique comme Pio-Wol soit mort. La seconde épée l'arrête car Peo est requis pour la mission d'assassinat grâce à son excellente technique d'infiltration. Les 2 hommes s'affrontent, mais il décide de ne pas le tuer et de le manipuler à l'avenir à l'aide d'une flûte de santé. Il devient également évident que Pio-Wol est impuissant face au poison maudit. Plus tard, l'antidote est administré à tout le monde.
La première épée explique que tout cela est arrivé parce que Piowol a infiltré leurs repères, et la répétition de cette action conduira à l'agonie que tout le monde a connue. Piowol médite et se rend compte que le venin de serpent maîtrise le poison maudit. Dans une partie isolée du Jangu, les autres enfants sont à la recherche de Peo. Ils s'étonnent qu'il s'enferme dans un tel endroit pour s'entraîner, mais c'est une évidence car tout le monde l'absorbe. Alors qu'ils continuent d'avancer, Piowol apparaît derrière eux, dissimulant sa présence. Vous direz donc à Peo qu'ils sont ici pour discuter de la restriction, puisqu'elle en déduit qu'il est immunisé contre la restriction. Ling pense en outre que quelqu'un a soulagé sa douleur lorsqu'elle était sous restriction, et qu'il doit donc s'agir d'une OP. Il admet qu'il est au courant de la restriction du beaming. De plus, il affirme ensuite que le fait de leur dire ne lui sera pas bénéfique. Gakson appelle tout le monde son camarade mais Piowol s'y oppose, compte tenu du comportement récent à son encontre. Chacun fait alors le serment de considérer Piowol comme un camarade et de ne pas le trahir. Piowol finit par leur dire qu'il s'agit du poison maudit, un type d'organisme vénéneux, et qu'il est généralement latent mais qu'il réagit aux ondes sonores de la flûte de l'enfer. Le poison pénètre alors dans le corps et attaque les organes internes. Piowol déclare qu'il est naturellement résistant. Tout le monde doit donc trouver un moyen de l'éliminer. Tout le monde remercie Piowol et s'en va, tandis que Leman reste en arrière et lui dit que son vrai nom est Lehman Suleiman, dans l'espoir qu'il s'en souvienne. Enfin, le jour fatidique arrive lorsque la première épée annonce qu'ils vont quitter la grotte. Yul se voit donc confier la responsabilité de conduire les enfants à l'extérieur après le départ des instructeurs. La première épée se demande combien d'entre eux survivront parce que leur cible est un prodigieux artiste martial. Lorsque les instructeurs sont sortis de leur panier, tout le monde se réjouit. Les enfants du Jangu ont l'impression surréaliste d'être enfin libérés. Piowol s'enquiert alors du poison maudit que tout le monde possède. Ce à quoi Yul répond que certains sont guéris depuis que Lehman Suleiman connaît très bien les poisons. Il ne leur reste plus qu'à partir. Sur ce, la nacelle descend et tout le monde monte à bord. Tout le monde commence à penser à la façon dont ils ont passé 7 ans dans cet enfer. Alors que le seau s'approche de la sortie, Piowol s'empresse d'enlever sa manche et de se bander les yeux, demandant à tous les autres de faire de même. S'ils ne le font pas, ils deviendront aveugles. Tout le monde suit ses paroles. La lumière extérieure est trop forte et fait mal à tous les enfants. Mais enfin, tout le monde est dehors. Le capitaine du groupe des ombres de sang, Wu Juyang, les rejoint. Il ordonne à ses hommes de faire monter tout le monde dans les carrosses et de les amener à la manière du vent clair et d'adapter leur mode de vie à celui du monde extérieur. Peo, bien qu'ayant les yeux bandés, a mémorisé la voix du capitaine. Les voitures se traversent d'une région montagneuse pour atteindre leur destination. Au manoir où il se trouve, même si une seule personne baisse sa garde, elle sera tuée selon l'ordre du capitaine. Chaque personne se voit attribuer une chambre avec 3 autres personnes. Et comme Piowol est dehors, il va enfin se laver pour la première fois depuis longtemps. Tout le monde se détend et profite du monde extérieur. Mais les instructeurs leur rappellent leur mission en leur donnant des armes. L'instructeur rappelle à chacun sa mission en lui remettant ses armes, ce qui les prive d'un faux sentiment de paix et de tranquillité. Pendant ce temps, dans le quartier de la Brise Claire, le palais de la Grande Lune, Wu Juyang prend le thé avec Lim Sayol. Il remercie Lim pour son travail acharné et les sacrifices qu'il a consentis en vue de la réalisation de cette mission. Lim Sayol s'acquitte avec succès des tâches qui lui ont été confiées et est finalement autorisé à se retirer avec les 2 autres épées. Lim ajoute que ce serait un tel gaspillage que d'utiliser ses enfants pour une mission à usage unique, car ils sont trop talentueux. Mais Gu ajoute qu'ils sont destinés à être ainsi. Lim demande alors à Gu s'il sait qui a demandé cet assassinat. Gu lui-même ne le sait pas, mais il affirme qu'il ne sert à rien d'irriter un gros bonnet qui les paie très cher pour ce travail. Et pour que l'effusion de sang de Ruck soit à la hauteur de la célèbre union des Sunwraiths et de ses prouesses, l'accomplissement de cette requête est absolument nécessaire. Pendant ce temps, les enfants se préparent à partir en mission. Piowol affirme à Geoksan qu'il tremble beaucoup en y pensant. Gagakson répond qu'il veut partir en mission. Sum et tuer quelqu'un pour le soulager de sa frustration. L'ordre est donné à tout le monde de sortir avec leurs armes car ils vont se déplacer secrètement quelque part. La 4e épée les conduit tous dans la forêt pendant la nuit. Il est impressionné par le fait que ses aînés ont bien élevé les enfants, qui ne manquent pas de prouesses physiques. Il arrête tout le monde au bord de la falaise et leur ordonne de se cacher. Il leur explique ensuite l'objectif. Ils doivent escalader une montagne et s'infiltrer dans un manoir semblable à leur résidence actuelle. Et parmi les bâtiments qui s'y trouvent, le palais de la Lune est leur cible. Tous les enfants débordent de rage et de passion, car ce lieu est identique à leur donjon souterrain, et ils savent donc où attaquer. Dans un monastère, une belle femme, Young Silran, se promène seule dans son jardin. Le chef d'Emmaüs Sec, abbat des 9 calamités,
s'approche d'elle et lui demande pourquoi elle est seule dehors. Le chef lui demande pourquoi s'il ne l'aime toujours pas. Ce à quoi elle répond qu'elle en est gênée parce que sa vie est en jeu dans l'affaire en cours et qu'elle essaie donc de se soustraire à la situation. En écoutant ce ton, le chef est furieux car elle semble orgueilleuse et puissante. Elle raconte ensuite les innombrables faveurs qu'elle a rendues à Seal et après tout cela, elle souhaite toujours être excusée. Elle tente de la calmer et lui dit qu'il est du devoir d'un élève de suivre son maître. Le dirigeant déclare que s'il ne reçoit pas de réponse le jour même, il mettra en œuvre le plan qu'il a élaboré au cours des 7 dernières années. Ses actions sont logiques car elle est soumise à une forte pression. Soudain, une autre femme, Young-Woo, arrive avec la nouvelle que Qin-Ching leur a annoncé qu'ils leur ont finalement fait la proposition qu'ils souhaitaient, et pour tout cela, le sort d'Emmaüs Sec repose sur la performance de Jeon-So. Elle réaffirme au chef qu'elle fera bien. Tout ce que les dirigeants peuvent d'elle faire, c'est la regarder avec pitié. Young-Woo demande à la chef comment il devrait gérer le plan d'assassinat, et elle s'interroge encore. Sur le côté PO, il se repose pendant un court moment, mais il a alors le sentiment que quelque chose ne va pas. L'un des assassins de son groupe est frappé d'un coup de lance. Tout ce que Pyo-Wol peut faire, c'est le regarder avec étonnement. L'assassin ciblé qui se cache sous le sol en est sorti par la force brute de l'un des ennemis, Eugene-Ok. Il devient évident que les assassins se cachent dans cet endroit. Eugene demande à ses soldats de trouver et de tuer tous les ennemis qui envahissent la secte Qin-Ching. Les assassins se rendent compte qu'ils sont désavantagés et décident de battre en retraite. Alors que les soldats de la secte Qin-Ching empalent le sol pour trouver les assassins, ils s'engouffrent dans l'un des trous et décident de se regrouper après avoir quitté le territoire ennemi. Les soldats de Qin-Ching les regardent avec rage et se lancent à leur poursuite. Et tout à coup, Eugene lance une lance de toutes ses forces, et il empale l'un des assassins en plein vol. De même, il tue 3 autres assassins, en tirant sur des projectiles. Le dernier survivant est Pyo-Wol lui-même. Eugene vise Pyo-Wol et passe tout près de l'exploit, mais il dévie la lance en la repoussant d'un coup de pied. À cet instant précis, il se stabilise et donne un coup de pied à la lance dans leur direction, car chacun analyse ce qu'il a dépassé. Pyo-Wol commence son assaut. 1 à 1, il tue tous les soldats, et il ne reste plus que Eugene. Simultanément, la lance s'approche de Eugene et l'effleure au visage. Pyo-Wol sait que la situation est grave et qu'il sera difficile d'affronter tout le monde en même temps. Il décide donc de se retirer. Eugene essaie d'aller dans sa direction, mais voit un assassin blessé qui s'accroche à la vie. Mais il le tue en invoquant le fait que le groupe a envahi la secte de Qin-Ching. Pyo-Wol court toujours vers la sécurité. Il se pose une multitude de questions sur l'incident en cours. Mais il en déduit que quelqu'un a transmis ces informations à l'ennemi. Il ne voit pas non plus la 4e épée et ses sbires lorsqu'ils battent en retraite avant l'embuscade. La réponse la plus probable à tout cela est qu'ils veulent détruire les preuves de tout. Ainsi, les assassins sont massacrés. Soudain, l'armée tire une tempête de flèches sur Pyo. Quelques flèches touchent Pyo-Wol à la poitrine. Les questions ne le quittent pas. Néanmoins, il en vient à la conclusion que le groupe des ombres de sang les a abandonnés. Dans ce cas, il décide de survivre par ses propres moyens. L'armée le repère après avoir tué certains de ses hommes. Il saute dans la rivière pour s'échapper. En atteignant le rivage, il commence à suivre des instructions gravées dans les rochers à proximité. Les pierres sont également couvertes de sang, ce qui signifie que cette personne est également blessée. Et il se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un simple piège pour capturer des assassins. D'après les uniformes des poursuivants, au moins 7 clans différents participent à la chasse. En bref, cette épreuve n'implique pas seulement le groupe des ombres de sang, mais aussi de nombreux autres clans. Dans l'instant qui suit, Lee-Min attaque Pyo-Wol, auquel il survit presque. Lee-Min est heureux de voir que Pyo-Wol est sain et sauf, mais Shid elle-même est faible dès qu'elle s'évanouit. Elle est gravement blessée à la suite de cet incident. Il l'interroge sur les autres assassins. Elle répond que la plupart d'entre eux sont morts, mais la situation de So Yo-Woo et Song Chien-Woo est inconnue car ils se sont tous dispersés. Certains des assassins qui accompagnaient Lee-Min sont restés en arrière pour sauver leurs propres hommes, mais c'est ainsi que la plupart d'entre eux ont été tués. Lee-Min perd ses forces et tombe dans ses bras. Il allonge Lee-Min sur le sol et l'informe qu'elle va bientôt mourir. Bien que Lee-Min soit impuissante, elle demande toujours de l'aide à Pyo-Wol, mais il ne peut pas la sauver. Néanmoins, Lee-Min est consciente de son état, mais elle est heureuse de ne pas avoir à mourir dans la solitude. Elle demande à Pyo-Wol de rester avec lui jusqu'à son dernier souffle. Allongée sur le sol, elle pense que tout est fait pour être ainsi. Après avoir affronté tous les problèmes ensemble, ils doivent mourir ainsi, et elle se demande qui leur fait tout cela. Elle veut que le karma prenne place pour la personne qui lui a causé toute cette agonie. Pyo-Wol déclare que c'est à cause de Wu Gun-Seng, leur cible d'assassinat de la secte des Qin-Chings,
le groupe de l'ombre de sang étant désigné pour le tuer, ce qui est la raison de leur enlèvement et de leur entraînement. De plus, comme les assassins sont désormais inutiles au groupe, ils tentent maintenant d'éradiquer les enfants de leur propre plan. Pio Wall promet qu'il découvrira qui a fait tout cela et qu'il se vengera. Lee Min ne fait qu'exprimer son souhait de voir Pio Wall survivre. Lee Min lui demande de dire son vrai nom, Lee Seul-min, ce que Pio Wall l'oblige à faire. Elle le remercie, mais meurt la seconde suivante. Pio Wall est pris de rage et promet d'éradiquer le coupable. De retour au Clear Breeze District, Great Moon Palace. La 4e épée et Gu Jiuming discutent du fait que le piège est inéluctable et qu'aucun des assassins ne peut y survivre. Gu Jiuming admet que c'est vraiment un gâchis de les laisser mourir en vain et qu'ils sont des pions depuis le début. Mais les jeter sans les utiliser est un gâchis. La 4e épée est encore confuse que tous les assassins soient visés et non le manoir lui-même. Gu Jiuming dit que c'est logique, mais ils ne peuvent pas trouver cet endroit. La 4e épée lui demande l'identité du demandeur, mais Gu Jiuming ne lui dit rien, car il vaut mieux éviter que le secret du demandeur ne soit divulgué. Soudain, la 4e épée se rend compte que le message que tient Gu Jiuming contient de l'encens de traçage, et l'instant d'après, des ennemis leur tendent une embuscade. Ils sont ici pour éradiquer tous les assassins. Gu Jiuming décide de les attaquer puisqu'ils sont là pour l'attaquer. Yan Lishe les attaque et décapite tous les attaquants. Peu après, une autre attaque est lancée sur eux depuis l'extérieur et une énorme décharge d'énergie est tirée sur eux. La fin du cœur toxique Jamboa de la secte Emei se manifeste. Gu Jiuming se rend alors compte que le demandeur est en fait la secte Emei elle-même. Gu Jiuming regrette ses choix passés qui ont causé un tel désastre pour le groupe. Néanmoins, il proclame que même s'il meurt, il ne mourra pas seul. Sur ce, il fonce droit sur Zheng Guang. Gu Jiuming charge toute la puissance vers Zheng Guang. En voyant ses prouesses au combat, elle décide qu'un tel groupe ne peut être laissé tranquille et qu'il faut éradiquer tous les membres du groupe des fantômes de sang. Zheng Guang réalise un coup d'éclat, et Gu Jiuming sait qu'il mourra avec ça. Tous ses rêves d'atteindre le sommet vont s'arrêter ici, mais il tente de riposter avec un effort désemparé, la rage dans les yeux, qui se répercute sur l'avenir. Au milieu de tout cela, quelqu'un lui coupe la jambe, ce qui distrait Gu, et il oublie que Zheng Guang est juste à côté de lui, prêt à attaquer. Et avec tout ce capitaine, Gu Jiuming est finalement vaincu. Ses soldats le regardent avec tristesse, et Gu, blessé, regarde l'ennemi avec colère. C'est alors que le chef de la secte Emei se présente. Elle demande à Zheng Guang pourquoi elle a mis tant de temps à éradiquer ses assassins. Le Zhuyang, allongé ventre en avant sur le sol, leur crie avec ressentiment que la secte Emei demande le groupe des fantômes de sang, et pourtant ce sont eux qui éradiquent le groupe. Alors qu'il crie, la chef prend son bâton et lui écrase la tête en l'appelant « votre poubelle ». Dans un autre cas, la première épée, Lim Sai-ho, est vaincue par Yang Xio-ran de la secte Emei. Il se souvient qu'elle est en effet la belle et talentueuse disciple du vieux maître. Elle a laissé entendre qu'il s'agissait d'une rumeur. Lim Sai-ho regrette que le métier d'assassin n'en vaille pas la peine, car il n'est finalement pas de taille à affronter un disciple de la secte Emei. Cela dit, il succombe lui aussi à ses blessures. Yang Xio s'éloigne en courant et s'excuse auprès des autres pour son retard. Les soldats de la secte Emei amènent le responsable de la conduite des assassins dans les montagnes de Qingqing, la 4e épée. Le vieux maître l'interroge sur le nombre d'assassins qu'il a amenés dans les montagnes. Il répond que même s'il le sait, il restera silencieux après tout ce que la secte Emei a fait au groupe des fantômes de sang. Le maître aîné perd son sang-froid et utilise un enchantement sur lui qui lui fait dire le nombre d'assassins, puis elle le tue douloureusement. Cela dit, elle veut d'abord s'assurer de la sécurité des lieux, et ordonne donc à ses disciples de tuer les 4 assassins restants dans la zone. Le palais de la Grande Lune, quartier de la Brise Claire, est en feu et en ruine lorsque la secte Emei le quitte. Le vieux maître rappelle une nouvelle fois à Yang Xio-ran qu'elle a une tâche importante à accomplir et qu'elle doit s'y préparer physiquement et mentalement. Jusqu'à ce que la date de son mariage soit fixée, elle doit être prête, car c'est pour le bien de sa secte qu'elle se marie. Retour dans la forêt, Pio Wall scrute la base de la secte Qingqing. Il décide de s'introduire par l'intérieur de la base et proclame, la rage dans les yeux, qu'il va devenir l'ennemi naturel de Django. Le matin, visite de la base de la secte Qingqing. Quelqu'un part cueillir des herbes, car il est préférable d'en avoir en grande quantité. Les gardes l'aident à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Alors que cette personne cherche des herbes dans la forêt, elle tombe dans une embuscade tendue par Pio Wall. Il étrangle la personne et lui met un poignard sur le cou, mais ne la tue pas. Il demande à être met son entaille sans métal sur la cuisse. Pio Wall lui demande s'il est un disciple de la secte Qingqing, et il acquiesce. Peo le lâche alors pour qu'il puisse répondre aux questions de Peo.
Il s'appelle Dojin et est un disciple de 3e génération de la secte Qingqing. Pyo-Wol lui pose alors des questions sur Wu Gunsen. Il nie d'abord l'avoir dit, mais au moment où Pyo-Wol lui met le poignard sur le cou, il crache l'information qu'il est son frère aîné et la grande étoile du roi Qing. De plus, il est le plus grand talent que la secte Qingqing ait jamais vu. Wu Gunsen a atteint un haut niveau d'arts martiaux ici, et même les anciens maîtres de la secte lui enseignent. Compte tenu de son talent, il est logique que le groupe reçoive une formation de 7 ans. Après lui avoir tout raconté, Dojin veut s'enfuir, mais il ne le peut pas. Et soudain, il voit son propre visage sur Pyo-Wol, mais son aura change, et Dojin se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Dojin retourne ensuite à la secte Qingqing, Baz citant qu'il est de retour pour récupérer quelque chose. Il continue à marcher dans le village, et atteint à la fin la résidence de Wu Gunsen. Il devient évident que c'est Pyo qui a pris la forme et le visage de Dojin. De retour au palais de Shangqing, une discussion est en cours sur la situation actuelle des anciens. Le chef de la secte Qingqing, Seng de l'esprit de Marshall, dirige la réunion. La discussion se poursuit sur la traque et l'éradication des assassins. Seng of Marshall demande au commandant en second, Wu Jinpyong, qui pourrait être l'auteur de l'attentat. Il affirme qu'il ne sait pas. C'est pourquoi ses disciples recueillent les informations. La plus grande épée du roi Qing, Seng of Marshall's Path, s'exclame qu'il ne faut pas qu'une telle chose se reproduise. Jinpyong leur dit de ne pas s'inquiéter. Le point s'oriente vers la notoriété du clan qui remonte à l'histoire. Ils s'abstiennent de participer à la guerre des démons et des cieux. Un temple Shaolin, la secte Wudang et le mont Huosect atteignent la gloire après la guerre, mais la secte Qingqing et Emai finissent par recevoir le nom de 4 rois célestes. Pour rattraper les autres clans glorifiés, ils doivent donc combattre tous les adversaires et être sûrs qu'ils rattraperont les autres dans 10 ans. La conversation passe ensuite à Wu Gunsen, qui s'est retiré du monde pour se concentrer sur son entraînement dans le but de se racheter. Lors de la réunion, Wu Jinpyong s'excuse de ne pas avoir bien élevé son fils, mais tout le monde lui assure que c'est normal pour un garçon de son âge, et il peut donc s'assurer que Wu se ressaisit. Tout cela ne doit pas faire oublier que Wu Gunsen a du talent et que, s'il est bien formé, il sera à la hauteur des successeurs des 3 grandes puissances. La discussion porte ensuite sur l'acceptation de la demande en mariage de la secte Emei et sur le fait qu'ils l'ont acceptée. La fiancée de Wu Gunsen est la plus jeune disciple du maître de l'éclat, et c'est un bon choix car elle possède à la fois l'intelligence et la beauté. Mais les maîtres du Qingqing émettent encore des réserves à ce sujet, car cela a tendance à se retourner contre eux. C'est pourquoi Wu Jinpyong rejette la demande en mariage jusqu'à présent. Mais il semble qu'il n'y ait pas d'autre choix, et qu'ils devront peut-être accepter les choses plus tard. Pyo, qui a pris l'avatar de Dojin, fouille les locaux du Bright Moon Palace. Bien que ce soit la première fois qu'il le voit, la disposition est similaire à celle de la grotte souterraine, et Pyo connaît donc sa cartographie. Y pénétrer ne posera donc aucun problème. Pendant ce temps, les gardes parlent de Wu, qui fait venir des femmes pour le plaisir. Les gardes repartent après cette brève conversation. Pyo se rend alors compte que Wu a peut-être lui aussi une face cachée différente. C'est l'heure du mag time, et Pyo reprend son avatar d'origine. Il fouille l'ensemble des locaux du palais de la lune brillante. Il en conclut que le seul endroit où il peut se trouver est le grenier. À partir d'un conduit, il regarde en bas, dans une pièce où des épées sont disposées tout autour, et où Wu Gunsen dort avec une femme. Il se rend compte que Wu est d'un autre niveau que le capitaine du groupe Blood Phantom. Mais il reste humain, donc si Pyo le poignarde à mort, point de pression. Il mourra comme n'importe quel autre humain. Pyo sort donc une ficelle et tente de l'attacher, autour du cou d'un Wu endormi. Mais à cet instant précis, Wu se réveille brusquement avec une aura imposante qui émane de tout son entourage. Pyo sort immédiatement du grenier avec Wu coincé dans le nœud de sa ficelle, enfin de le pendre à mort. Wu se libère du nœud coulant en le coupant. Les 2 ennemis s'affrontent. Wu demande à Pyo son identité, mais en retour, Pyo ne fait que se préparer à l'attaquer à nouveau. Il se précipite sur Wu, 2 lames à la main. Wu dévie la lame avec seulement 2 doigts. Pyo est impressionné par sa défense. Mais à ce moment précis, il repousse Pyo d'un seul coup. Il enchaîne avec la 2e attaque, cette fois avec une épée massive et flamboyante. Une fois de plus, Pyo ne peut que se défendre contre lui, car Wu est tout simplement trop fort. Pyo doit s'en sortir rapidement. Pyo lui lance un poignard dans l'œil, mais il l'arrête aussi avec 2 doigts. Wu fait l'éloge de ses tours et lui demande ensuite qui l'a envoyé. Il suppose que c'est le père d'une certaine femme qui l'a envoyé, et c'est ainsi qu'il entame son prochain coup. Wu se souvient de ses jeunes années et du fait qu'il a été un prodige dès le départ. Et c'est pourquoi l'apprentissage des arts martiaux, comme maths, a toujours été un plaisir pour lui. L'ennui qui s'ensuivit l'amena à s'intéresser aux femmes. Il a commencé à coucher avec de nombreuses femmes,
et il regrette cette décision tout en étant pleinement conscient. Et à cause de cette femme qui s'est suicidée, il doit s'entraîner pendant 1 an en isolement. Il demanda donc à Pyo si le père de cette femme l'avait envoyé ici pour se venger d'elle. Pyo n'a aucune idée de qui Wu parle. Son niveau d'énergie augmente à nouveau, comme s'il était en train d'enfiler des myriades de lames. Son aura est écrasante ici, alors que Pyo ne fait qu'endurer le désespoir. Wu s'arrête et lance un regard à Pyo, et se précipite ensuite avec toute sa force. Il attaque, et Pyo ne fait que défendre. Il lance d'autres attaques successives, mais Pyo les esquive encore une fois toutes. Pyo voit alors une ouverture et porte enfin un coup à Wu en lui donnant un coup de pied à la mâchoire. Wu juge cette ruse ennuyeuse. Utilisant ses pouvoirs surnaturels, Wu jette ses poignards et se prépare enfin à tuer Pyo. Il esquive à nouveau et court vers sa dague qui est posée sur le sol à distance, et le lance à Wu. Par pure angoisse, Pyo lance les épées qui l'entourent vers Wu également, mais tout cela est inefficace. Mais il n'a pas d'autre choix que d'attaquer, et il poursuit l'assaut, mais rien n'arrête Wu Gunsen. Wu active enfin la technique secrète de Ching Ching 72, Sword Waves, et la déchaîne sur une Pyo impuissante. Wu tente de se sauver en utilisant la femme avec laquelle il couchait comme bouclier. Wu sépare la femme de lui, en utilisant cette technique, et des approches pour faire face aux coups de grâce. Mais à ce moment-là, Pyo se souvient, la technique d'arts martiaux qu'il a apprise comme dernière tâche dans la grotte. Pyo bloque son attaque et pour une fois se tient aux côtés de Wu. Wu commence un nouvel assaut d'attaques successives, mais Pyo utilise la technique Swift Mind pour tout esquiver et il trouve une ouverture. Il prend son épée et empale Wu Gunsen. Après cette bataille acharnée, la nouvelle de la mort de Wu Gunsen se répand dans le village. Tous les anciens arrivent sur le lieu du crime et son cadavre est recouvert d'un drap. Sa disparition attriste tout le monde. Wu Jinbiang fait une crise de colère sur son cadavre. 2 anciens décident de tuer la femme, qui dormait car sa lignée était inférieure à la sienne, afin de protéger son honneur et le leur. Le saint de la voie martiale proclame que les choses ont déjà commencé et que la mort de Wu déshonore la secte, mais il vaut mieux trouver le coupable que de rester inactif devant sa mort, car quelqu'un pourrait être le bénéficiaire de tout cela. Au bout d'un certain temps, d'autres membres de la secte font irruption pour mettre fin au meurtre injuste de la femme qui couchait avec Wu Gunsen. La vie elle-même est plus importante que l'honneur, y compris celui d'une personne appartenant à sa propre secte. Le saint de la voie martiale poursuit et informe que si la tendance actuelle est suivie, une secte quantique, au lieu de rattraper les sectes Shaolin ou Wuding, sera réduite à une secte mineure. Tout à coup, Wu Jinbiang se lève, avec de la rage dans les yeux, et se dirige vers cette fille, et avec une haine farouche, la rend responsable de sa mort, car elle n'a pas protégé Wu Gunsen. Sur ce, il tue la jeune fille. Le saint de l'esprit martial lui rappelle le jugement du meurtre, mais Jinbiang n'a pas d'autre choix que son fils. L'espoir de toute la secte est maintenant mort, et en tant que père, il ne peut pas laisser son honneur être bafoué de la sorte. Il est prêt à recevoir n'importe quelle punition de la part du saint pour le meurtre de la femme. De retour à la base de la secte Emei, tout le monde est abasourdi par cette nouvelle, car ils ont essayé d'éradiquer les assassins, mais ils ont quand même réussi à trouver un moyen de tuer Wu Gunsen. Le chef de la secte Emei est furieux car la demande en mariage n'a plus aucune valeur, puisque le marié est mort. Son plan pour prendre le contrôle de la secte des Qinshing est donc ruiné. Ils ne peuvent pas épargner l'assassin à tout prix, alors la chef ordonne à ses disciples de prendre les hommes nécessaires et d'aller à la base Qinshing pour leur demander de l'aide, puisqu'ils l'ont demandé. Même Yongsil-Rand est attristé par la mort de son mari. Pendant ce temps, dans un champ voisin, un agriculteur rentre au village après avoir terminé son travail dans le champ. Des gardes l'arrêtent en chemin. Ils l'interrogent sur un assassin qui a commis un crime impardonnable. Et il doit donc clarifier son identité pour être en sécurité. Il proclame qu'il est un agriculteur qui s'abrutit à la récolte avant l'heure. Ils l'ont laissé passer. Mais l'instant d'après, il n'en est rien. Quelqu'un remarque que sa faucille est propre après avoir travaillé. Sous ce nouvel avatar, Pyo Wall se retrouve démuni, car les soldats se précipitent maintenant sur lui. Un signal de fumée est tiré pour informer les autres. Pyo n'a plus d'autre choix que de se battre. Pyo Wall affronte seul ses soldats qui ont vu clair dans son jeu de fermier. Ils ont compris qu'il s'agit bien de l'assassin qui a tué Wu Gunsen. Finalement, tous les soldats tombent face à Pyo, qui interroge leur commandant. Et il lui parle du vieux maître de l'éclat de la secte Am, ajoutant qu'elle avait donné l'ordre à tous ses disciples de capturer l'assassin, car tout le monde a reçu l'ordre d'aider la secte Qinshing. Il explique également que cette solidarité est une nouveauté dans leur relation actuelle, car ils se sont toujours battus depuis le début. La personne détenue par Pyo a pour but de gagner du temps jusqu'à l'arrivée des renforts. Pyo Wall en conclut que le maître de la brillance connaît Wu Gunsen, qu'il se sent inférieur à lui et qu'il a la patience d'investir 7 ans de temps dans ce plan.
ainsi que beaucoup d'argent à y consacrer. Elle est basée quelque part à Sikwon. Pyo sait maintenant qui est sa cible. Alors que Pyo étrangle encore plus le soldat avec ses cordes, les renforts arrivent. Et à cause de cela, le commandant commence à menacer Pyo qu'il est mort maintenant. Au même instant, Pyo le tue. Même lorsqu'il assassine tous les soldats, il ne pense qu'au vieux maître de la brillance. La base de la secte Am apprend que l'assassin a franchi le filet d'encerclement des artistes martiaux. Il est donc en liberté. Jawa ne peut que s'inquiéter car l'assassin devient de plus en plus fort. « Rassurez-vous, dit-elle. Ils poursuivront l'assassin quoi qu'il arrive. » Yang Xiao s'oppose en courant à sa décision, disant qu'ils ne peuvent pas le capturer ainsi, car même après avoir mis en place le filet inéluctable, ils ne peuvent pas l'attraper. En conclusion, ses compétences dépassent largement les attentes. Le poursuivre ainsi ne pouvait que mener à l'échec. Yang Xiao Ran préfère prévoir l'endroit où il se rendra, car elle en a déjà une idée approximative. De plus, il est épuisé par tous les combats. Il retournera donc certainement à l'endroit le plus sûr pour lui, qui est l'endroit où il a passé son enfance, et où il a été élevé comme un assassin. Et ils ont compris que cet endroit se trouve à proximité de Batang. Dans le passé, cette région a reçu de nombreuses fournitures. Ainsi, Jung écoutera ses suggestions et décidera d'y donner suite. Les forces d'Aim se dirigent finalement vers Batang. Et selon les calculs de Xiao Ran, l'assassin s'est blessé, et il ne pourra pas courir aussi longtemps, ce qui est vrai puisque Pyo est poursuivi et attaqué par les forces américaines, alors qu'il est lui-même choqué par la façon dont on prédit ses mouvements. Pyo Wol est toujours vu en train de fuir les forces américaines. Et il pense qu'ils ont cessé de le poursuivre, mais il se trompe car l'instant d'après, une explosion se produit dans sa direction. Il s'agit également d'une attaque dirigée contre lui de la part de Saint Marshall Path. Il a exagéré l'attaque car il est plein de rage en ce moment. Et il serait préférable pour les forces de retrouver Pyo vivant pour l'interroger. La chasse continue. Les sectes Am et Qinshing travaillant sans relâche pour retrouver Pyo. Jung fera pleuvoir des éclairs dans la même direction que l'attaque précédente de Saint Marshall Path. Elle est remplie de colère, car elle ne pourra jamais lui pardonner et a besoin que tout le monde soit à sa recherche. Les forces alliées trouvent enfin l'entrée du sous-sol qu'elles cherchaient et pensent que Pyo Wol s'y cache. Le saint ordonne à ses hommes de descendre le long des cordes pour attraper Pyo à l'intérieur. Jung ordonnera également à ses hommes de faire la même chose que la secte Qinshing. Un à un, tous les soldats descendent dans la zone souterraine. Après une inspection plus poussée de la zone souterraine, ils découvrent que les structures qui s'y trouvent sont une réplique des véritables bâtiments de la secte Qinshing. Par conséquent, pour maintenir toutes ces structures financièrement, une puissance extérieure aurait tout aussi bien pu les aider et les protéger pour la préparation ici. Les soldats décident de trouver les personnes qui ont créé cet endroit, mais avec un rire confiant, le Saint Marshall Path leur rappelle que la recherche de l'assassin est prioritaire. Young emmènera les disciples de la secte principale chercher dans une autre région. Le saint lui ordonne de ramener l'assassin vivant, quel que soit son état. Car il sera furieux si la personne qui s'est moquée de la secte Qinshing meurt, car il veut la punir comme il se doit. Elle lui répond par l'affirmative et lui dit de ne pas s'inquiéter, puis part vers l'autre zone. Jung devra trouver Pyo pour la secte Qinshing. Et dans toute cette situation, Yongshil accourut comme s'il avait un mauvais pressentiment. Car tout le monde essaie de l'attraper dans son domaine depuis qu'il a passé 7 ans à s'entraîner ici, et les chasseurs ont tendance à devenir les chassés. Le Saint Marshall Path s'étonne de l'ampleur de ce réseau souterrain et du fait qu'il existe pour la seule raison d'assassiner une personne. La manière dont il se présente ressemble à celle du palais principal de la secte Qinshing. Alors qu'il est à la recherche de Pyo, il a beaucoup de questions et de réserves, mais il continue à avancer. Il entre dans la dernière pièce et appuie accidentellement sur un bouton situé sur le mur. Cela révèle un parchemin à l'intérieur du mur. Le Saint Marshall Path lit les demandes envoyées au Phantom Blood Group pour l'assassinat de Wu Gunseng. Il est exaspéré après avoir lu le parchemin. Le demandeur a osé détruire l'avenir de la secte Qinshing pour un simple 500 000 hommes. Son aura rageuse est si forte qu'il fait un trou dans le mur. Il y a un passage à l'intérieur. Il entre à l'intérieur et trouve un endroit plein de serpents. Mais au bout du chemin, il y a un manuscrit intitulé « 9 écoles de démons ». Après s'être engagé dans le passage caché, le Saint Marshall Path tombe sur le manuscrit intitulé « 9 écoles de démons ». Il se rend compte que l'école des 9 démons était un clan qui a disparu il y a très longtemps, pendant la guerre du ciel et des démons. Ce clan est si ancien que même lui le sait grâce au livre de la bibliothèque secrète. Pendant ce temps, avec l'autre équipe de recherche, il trouve des traces de grains de riz sur le sol, ce qui signifie certainement que le Pyo se trouve à proximité. Mais ils doivent être prudents, car Pyo peut tendre une embuscade de n'importe où. L'obscurité de la grotte leur pose problème, car elle est tout simplement trop sombre. Vous et les torches n'êtes pas assez lumineux.
C'est alors que commence l'attaque silencieuse de Pio sur les soldats qui enquêtent dans la grotte. Il tue l'un des soldats sans émettre le moindre son. Le groupe de soldats avance sans s'en rendre compte, tout en discutant de la mort de Wu Gunseng. Pio Wall commence à attaquer le groupe de soldats. Il leur tend une embuscade et les tue tous un par un. Dans un autre lieu, près des bâtiments, les soldats ont du mal à le retrouver car les empreintes sont dispersées. Le roi Ming de la secte Qingqing en déduit que si sa seule mission est de fuir, il le fera sans faillir. Mais il a joué un jeu habile en attirant ses ennemis dans un domaine qu'il connaît mieux que quiconque. Pio veut donc éradiquer tous les membres de cette force alliée entre les deux sectes. Le roi Ming a pour objectif de capturer Pio, afin d'élever son propre rang dans la secte, et il est passionné par ce projet. King Ming ordonna donc à tout le monde de se déplacer, et de se jumeler pour se tenir constamment au courant de leur position. Car l'ennemi pouvait attaquer à la moindre ouverture. Il fallait donc être prêt. Par malchance, King marche sur un interrupteur au sol qui déclenche un piège et des flèches sont lancées en rafale sur tous ceux qui se trouvent dans le rayon d'action du piège. Quelques-uns sont blessés, mais les autres vont bien. Soudain, un autre piège se déclenche et tous les soldats se préparent à la prochaine chose qui leur arrivera. Pendant ce temps, Pio Wu les observe du haut d'une falaise. Le saint de la voie martiale commence à lire le manuscrit des 9 écoles de démons qui mentionne les serpents, les poisons et la sorcellerie. Les serpents mentionnés sont collectés à des fins de recherche par les 9 écoles de démons elles-mêmes. Cela permet de conclure que la grotte est la base de l'école des démons et que les assassins utilisent cette grotte pour leurs propres motifs par la suite. Du côté de Jamwang, les équipes tombent les unes après les autres. Pour cette raison, ces soldats sont en proie à une tristesse et à une peur extrême. Ils ne peuvent que pleurer et se désespérer. Jamwang arrive et console ses disciples en leur disant que tout ira bien. Même s'ils ne le voient pas, ils doivent se calmer et ne pas paniquer face à cette épreuve. Elle leur ordonne de se serrer les coudes et de ne pas faiblir. Pio analyse leur position et s'attaque à ce groupe. Il décide d'en finir rapidement, mais Jamwang est un combattant habile. Ses yeux s'accrochent à la vitesse de son Pio enveloppé et à haute vélocité qui vient vers elle. Sur ce, elle frappe une poule avec sa masse et Pio se prépare à attaquer avec sa technique. Les deux techniques s'affrontent pendant un moment, et Jamwang parvient à infliger quelques dégâts à Pio. Mais il trouve encore une ouverture et l'envoie au loin avec ses 2 doigts restants. Il la félicite d'avoir bloqué l'attaque. Sans crier gare, Yong-sil se précipite et poignarde Pio dans l'abdomen. Elle lui demande de se rendre, mais il le nie et tente à nouveau d'attaquer. En couvrant Yong-sil, il a couru avec ses ficelles. Pio se lève pour retirer la flèche qui sort de son corps. Il a ensuite une conversation avec Yong-sil, qui lui dit qu'il ne sert à rien de parler s'il ne libère personne. Pio va plus loin et affirme avec rage que le gouffre des 9 calamités est lié à tout ce qui se passe autour d'eux, ce qui fait d'elle un véritable démon. Jamwang interrompt immédiatement leur conversation et, d'un ton barbare, dit à Yong-sil qu'il a couru pour tuer Pio. Elle prend donc les devants pour venger son fiancé Wu Gunseng. Yong commence son enchantement et Pio le sait, qu'il marche vers la mort s'il la prend à bras le corps. Alors qu'il bat en retraite, une nouvelle salve de feu vient à sa rencontre, l'empêchant de se relever. Il s'écrase contre le mur. Le saké de la voie martiale franchit les murs et se dirige vers Pio. Voyant que Pio est encore en vie, Jamwang entreprend de le tuer. Mais le saint s'arrête en disant qu'il s'occupera lui-même de l'affaire. Il s'approche de Pio et lui demande s'il est le coupable du meurtre de Wu Gunseng. Il lui demande son motif et lui dit que même s'il est un assassin, il faut savoir faire la différence entre le bien et le mal. Il explique ensuite qu'il a été kidnappé dans son enfance et amené ici, ce qui le rend incapable de prendre des décisions aussi contrastées. Il montre aussi clairement qu'il ne changera pas d'avis. Le saint sort alors la lettre de demande et demande à Pio l'identité du demandeur. Pio demande d'une manière malveillante que le saint pense peut-être à la même personne que le coupable. Le roi Ming et ses hommes s'approchent du saint, bien qu'ils soient moins nombreux que la dernière fois. Le saint se lève et dit à Pio que sa mort rapide sera trop extravagante pour lui. Il saisit donc Pio par la jambe et le traîne sur le sol, lui disant qu'il lui fera vivre une agonie pire que l'enfer lui-même. Pio est porté sur le sol avec un sourire malicieux. Il se demande alors, si c'est là son expiation, qui va lui rendre les 7 années perdues dans tout cela. Le saint de Marshall Path traîne un mur de Pio blessé jusqu'au passage secret où il est apparu plus tôt. Les environs du passage sont remplis à ras-bord de serpents venimeux. Il interroge à nouveau Pio sur l'identité du demandeur, mais tout ce qu'il offre, c'est un sourire maléfique. Le saint ne regarde Pio qu'avec dédain en disant que Pio est une cause perdue et que sa mort ici est inévitable. Le saint le jette alors dans une fosse remplie de serpents. Il ordonne à ses hommes de quitter la grotte et de la détruire rapidement. Pendant ce temps, Pio est au sommet d'une mer de serpents, tout meurtri. Les serpents commencent à mordre différentes parties de son corps,
Ses yeux deviennent complètement rouges, et il se moque de ses agresseurs en leur disant qu'il ne mourra pas ici à cause de simples morsures de serpent. Son visage devient bestial. De la vapeur sort de sa bouche, tandis que son corps gonfle et devient veineux. Tout à coup, il attrape son serpent et le dévore. Au fil du temps, Pio fait quelque chose d'inimaginable. Il mange tous les serpents de la caverne. Il n'en reste même plus un seul. L'apparence de Navas est complètement différente. Ses cheveux sont tout blancs, ses ongles sont gros, sa peau devient pâle et son corps s'amincit. Après un certain temps à Beihang, dans un certain lieu, un homme s'envole, alors qu'il perturbe une forme plutôt évoluée de Pio. Pâle, plus grand et plus mince, il contraste avec son apparence initiale. D'autres artistes martiaux viennent vérifier l'incident car, pour eux, Pio se moque des combattants de Chungak lorsqu'il est à Beihang. Il évite leurs disputes et utilise la technique de la mort par contrainte de l'âme pour démobiliser les deux artistes martiaux qui s'opposent à lui. La femme qui les accompagne est choquée par ce qui vient de se passer, car c'est la première fois que cela se produit ici. De plus, il s'agit d'un incident tout à fait anormal. La femme s'excuse donc pour le dérangement causé et demande pardon. Il lui dit qu'il ne veut pas être dérangé pendant 3 jours. Elle lui demande son nom, et il répond « Pio Wool », sort de l'auberge. Et cette femme lui offre le déjeuner pour son voyage. Il le met en pièces détachées pour sa destination. La femme interroge son travailleur sur son identité. Elle proclame qu'il n'est qu'un invité parmi d'autres, mais elle la corrige et dit qu'il est bien un dieu de la mort. Alors que la pluie tombe à verse, Pio Wool s'assoit sur le rebord de la fenêtre et regarde sans but à l'extérieur. Après un court moment d'assise, il commence à penser que le monde est vraiment un endroit agréable. Plus tard, il pense aux événements malheureux de son enfance qu'il ne peut oublier, même après 7 ans. Il sait que s'il ne se libère pas du passé, il ne pourra pas aller de l'avant. Plus tard, il conclut qu'il doit se rendre à Chengdu pour mieux comprendre la secte Qingqing et Emi. Pendant ce temps, un groupe de 3 étrangers se réfugie sous la pluie tout en se chamaillant. Lorsqu'ils parviennent à trouver un abri, la jeune fille commence à blâmer le moine qui les accompagne, car c'est à cause de lui qu'elle est trempée par la pluie. Mais il soutient le contraire, car c'est plutôt de sa faute s'ils se sont perdus et se retrouvent dans cette situation. Pendant qu'ils se battent, le moine commence à prier pour savoir pourquoi il doit partir en voyage avec ces gens. Pendant ce temps, la jeune fille remarque quelqu'un d'autre dans l'abri, dans ce chaos. Elle informe les autres qu'un beau garçon se trouve dans le refuge avec elle. Elle dit que c'est le destin qui fait qu'ils se retrouvent au même endroit et se présentent comme Oh Ranju. Il se présente au groupe sous le nom de Pio Wool, et dès que Ranju entend son nom, elle devient folle de lui. De plus, Dusa et Helsung se présentent et lui demandent où il se rend. Pio répond qu'il va à Chengdu. Ils leur disent alors que, par coïncidence, ils se dirigent également vers la même destination, et Ranju lui propose de voyager ensemble. Mais avant d'accepter, il tire des conclusions sur les étrangers qu'il vient de rencontrer. À première vue, ils semblent être un groupe de personnes particulières, mais ils sont tous des maîtres dans leurs domaines respectifs. Ils peuvent faire équipe à tout moment, et il se demande si Ranju n'est pas leur figure centrale, bien qu'elle n'ait pas l'air d'un leader. Comme il est curieux de les connaître, il décide de l'accompagner. Plus tard dans la journée, ils rejoignent les quais pour embarquer sur le navire qui part dans 1 heure. Rangu demande à Pio pourquoi il se rend à Chengdu, et il lui dit qu'il est en route pour rencontrer ses débiteurs auprès desquels il doit recouvrer la dette. Il pose la même question à Ranju qui lui répond qu'ils sont en route pour faire des affaires. Mais Pio est confus car il ne voit aucune marchandise avec eux. Ranju lui assure qu'ils peuvent vendre quelque chose qu'il ne voit pas. Dusa tente d'interroger Pio sur son clan, mais il lui dit qu'il n'en fait pas partie, ce qui trouble Dusa. Après le départ du navire, Pio s'assoit dans un coin et commence à regarder l'océan, mais Ranju l'interrompt et continue à lui poser des questions. De loin, Dusa et Hillsung se demandent s'ils doivent les laisser rester longtemps ensemble. Ranju semble se laisser séduire par la beauté de Pio. Mais Dusa pense autrement et dit à Hillsung qu'elle calcule toujours son élan, puisqu'elle est la toute-puissante araignée de sang. En outre, il dit à Hillsung qu'il trouve Pio suspecte, mais ils sont interrompus par un cri. Il informe les gens qu'un bateau pirate s'approche d'eux et qu'ils doivent s'équiper pour se protéger. Et tout le monde commence à paniquer en entendant la nouvelle. Dusa profite de l'occasion pour demander à l'homme s'il a besoin d'aide, mais l'homme ne sait plus où il en est. Dusa et Hillsung se balancent dans les airs et foncent sur les pirates qui tentent d'envahir leur navire et, au bout d'un moment, ils parviennent à abattre tous les pirates. L'homme est en état de choc, incapable d'assimiler l'événement qui vient de se produire. Dusa lui passe le bras autour des épaules et lui dit qu'il faut payer 500 nigang d'argent pour tout cela. Une fois que Hillsung a réussi à s'occuper des pirates, Dusa l'apprécie, mais il ne prend pas bien le compliment et lui demande de dire à Ranju de faire ça la prochaine fois. Dusa lui répond qu'elle ne l'écoutera pas et qu'elle le maudira s'il lui ordonne de le faire.
Après l'avoir mentionnée, il se demande où elle est passée et la remarque dans un coin, avec Pio tout collant et tout mignon. Doussa commence à s'inquiéter pour le jeune homme en se demandant s'il ne serait pas tombé dans le panneau, mais elle se rend vite compte que seuls les hommes ordinaires se laissent influencer par ses tours et que Pio n'est pas un homme ordinaire, il ne se laissera pas influencer aussi facilement. Il remarque ses yeux d'un rouge profond et sait que ses yeux appartiennent à quelqu'un qui a enduré des épreuves dans sa vie. Pendant ce temps, Ranju s'énerve contre Pio parce qu'il ne lui accorde pas l'attention qu'elle mérite. Elle en a besoin parce qu'elle est jolie, mais Pio répond qu'il évite les fleurs vénéneuses même si elles sont jolies. Cela réussit à remonter le moral de la jeune femme, mais Pio est préoccupé par autre chose. La seule raison pour laquelle ces hommes se présentent et montrent leur service en public, c'est pour obtenir des informations. Pio se demande si Chengdu connaît des conflits, et comment une Me et Qinqing secte toléreraient ces conflits à Chengdu, et il commence à s'inquiéter de la situation à Chengdu. Au bout d'un certain temps, ils arrivent à destination et commencent à monter à bord du navire. Le groupe s'arrête dans un village voisin pour se ravitailler et annonce à Pio qu'il arrivera demain à Chengdu et lui demande s'il a d'autres projets. Pio leur dit qu'il va rester une journée au village car il a des choses à régler et leur dit qu'il les retrouvera un jour plus tard à Chengdu. Ranju tente de lui poser des questions sur son travail ici, mais il refuse de répondre à ses demandes. Bientôt, ils font leurs adieux l'un à l'autre et partent chacun de leur côté. Par la suite, Pio arrive dans une auberge où tout le monde commence à le dévisager. Le propriétaire demande à Pio s'il veut une congrégation ou un repas, et Pio commande les 2 premiers aliments. Son repas est servi, et il commence à le manger. Quand soudain, un bruit sourd se fait entendre sur sa table. C'est un certain Zhang Wulak qui demande à Pio s'il est un homme ou une femme, car tout le monde est confus quant à son orientation, et il a rencontré 2 fois ses amis, qui lui ont dit qu'il était une femme. Pio s'excuse car il est sur le point de perdre son argent, mais Zhang lui demande de prouver son orientation en se déshabillant. Cela énerve Pio, qui lui envoie un doigt dans les yeux si fort qu'il tombe de la table. Tout le monde est choqué de voir qu'il lui fait perdre la vue d'une simple pichenette. Pio lui répond que c'est bien fait pour lui, car ils sont déjà inutiles s'ils ne savent pas ce qu'il y a devant eux. Il sort son bâton et le poignarde dans l'autre œil. Plus tard, il lui assène plusieurs coups de couteau au visage et au corps et le tue. Plus tard, il fait face à la foule et lui dit qu'elle doit assumer la responsabilité de ses actes. Uranju, Doussa et Hayu Son atteignent la ville de Chengdu. Ils se rendent compte que l'ambiance ici est plutôt brutale. La moitié des personnes qui se promènent portent des armes, ce qui constitue un avantage certain pour eux à long terme. Après avoir parcouru une certaine distance, ils arrivent à un bâtiment où le groupe rencontre le capitaine du noyau du nuage noir, Zhang Muriang. Ils peinent dans leurs salutations. Le groupe s'assoit ensemble et entame la discussion, qui porte essentiellement sur l'argent. Doussa demande alors s'ils vont se mêler de ce genre d'affaires, étant donné qu'elle est délicate, bien qu'ils n'en connaissent pas la raison. Il y a eu de nombreuses escarmouches et des guerres ouvertes entre le sexe de Qinsheng et celui de Mei. Et ce conflit est à l'origine de la division de tous les Jianggu et Siquan. Par ailleurs, un autre combat d'envergure est à prévoir prochainement. Ranju réfléchit aux raisons, mais Zhang lui rappelle qu'il n'est pas important pour eux de penser à des détails inutiles. Pendant ce temps, à l'auberge où Pio Wall est hébergé, il commence à recueillir des informations sur les affaires internes de Siquan afin d'être mieux informé sur le conflit sectaire. Le propriétaire de l'auberge le guide pour visiter la rune du dragon de feu dans la rue de l'Atelier. C'est la secte créée grâce au compagnonnage de nombreux artisans de Siquan. Il est possible qu'il y trouve une réponse s'il y achète d'abord une arme. Pio arrive sur le lieu de la réunion, où 2 employés se disputent. Il demande ce qu'il en est de l'homme qui a été battu en ce moment même. L'autre homme proclame qu'il est du clan Tang, mais sa faute est d'avoir essayé d'utiliser le marteau sans permission. Il explique ensuite que le clan Tang a sombré dans le désastre parce qu'il s'est rangé du côté du culte des démons depuis des lustres. Leur histoire et leur gloire ont ensuite été détruites par quelqu'un appelé « le plus fort de l'histoire ». Et c'est à cause de lui que le clan a décliné et se trouve dans son état actuel. Les sectes Siquan considèrent ce clan comme un traître qui a trahi le Jianggu Siquan. C'est pourquoi aucun atelier ne laisse les descendants du clan Tang apprendre leurs techniques secrètes, car ils craignent que l'histoire ne se répète ici. L'homme répond que cette punition est à la hauteur de leurs actes malveillants du passé. Pio se montre alors intéressé par l'achat d'une épée volante. Le commerçant l'emmène à l'arrière du magasin. Il lui annonce également qu'en raison de la situation chaotique à Siquan, les commandes ont doublé. Tous les ateliers sont occupés à passer des commandes. Le descendant du clan Tang, Soku, est malmené à l'extérieur du magasin pour avoir simplement utilisé le marteau. La rage et la haine qui se lissent dans ses yeux sont très présentes contre les brutes. Pio s'approche et s'exclame que les humains sont vraiment pires que les bêtes. Il ajoute que si Soku ne se défend pas, il vivra une vie modeste. Il s'approche donc de lui et lui demande quel genre de vie il veut.
Merci de votre attention.